Bon, donc je vais me permettre de lancer. Je suis Alain Morel, donc le directeur général de l'association Opelia, et je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue dans ce premier webinaire de l'histoire d'Opelia, qui n'est pas si vieille que ça, mais enfin, un webinaire qui est en lieu et place du séminaire annuel que nous faisons depuis pas mal d'années, fin novembre chaque année. Et ça, c'est la faute à notre distanciation sociale imposée par, on va dire, un virus. Le titre exact de notre journée, c'est de la loi de 70 à l'amende forfaitaire délictuelle, 50 ans de prohibition, quelles alternatives? C'est un titre assez court, vous avez pu remarquer. Qui ouvre à plein de choses, et c'est en fait le but du jeu, c'est ouvrir à différentes choses que je vais vous évoquer tout à l'heure. Je suis non pas dans le bunker, mais dans une salle d'Opelia au siège avec Jean-Pierre Coutron. Je remercie beaucoup parce qu'il a été très important dans la préparation de cette journée, de ce webinaire. Et puis Catherine Delorme et Abdou Ndiaye qui vont être les modérateurs toute la journée de notre webinaire. Alors, je remercie aussi tout de suite, avant de passer à d'autres remerciements, Audrey et Delphine, nos chargés de communication au PDA, qui ont beaucoup travaillé pour que ça marche. Ça a l'air de marcher. Et puis remercier les presque 300 personnes qui se sont inscrites. Je ne sais pas si on sera 300, mais enfin on est déjà pas mal. Et c'est merci d'être là. Et puis j'espère que vous allez pouvoir bénéficier des interventions et des débats de cette journée. Merci aux invités. Ce matin, c'est à Sud surtout, Fabrice Olivier qui doit nous rejoindre, et puis Jean-Maxence Granier, le président de la Sud, qui est là. Merci Jean-Maxence d'être là. Cet après-midi, la fédération Addiction sera représentée par Lorraine Collard, et l'association Normale, avec laquelle on commence à travailler pas mal, notamment sur les questions de cannabis, bien sûr, sera représentée par le docteur Olivier Bertrand. Merci beaucoup aux intervenants, donc en commençant par Katia Dubreuil, qui est présidente du syndicat de la magistrature, comme vous le savez, qui va intervenir tout à l'heure, et puis Christian Ben Lagdar, qui lui est professeur à l'université de Lille et qui est auteur de Addict, les drogues et nous, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, et qui interviendra donc cet après-midi. Voilà, tout cela sera modéré, bien sûr, grâce à Catherine et Abdou, qui sont d'excellents modérateurs, c'est bien connu. Alors, vous me direz, enfin, je ne sais pas si vous me le direz, mais je me le dis à moi-même, mais bon sang, pourquoi fêter l'anniversaire de la loi de 70 ? Franchement, pourquoi réanimer ou tenter de réanimer ce vieux symbole qui est en train de s'étioler ? Ben, parce que justement, il ne s'étiole pas tant que ça. Et le ministre de l'Intérieur, M. Damarin, et le discours du gouvernement nous l'ont rappelé il y a peu, que finalement, la loi de 70, son idéologie prohibitionniste, son idéologie aussi très répressive, sa guerre à la drogue, sa stigmatisation des usagers et des dealers, bien entendu, ça va de soi, est encore très vivace dans notre pays et dans les couloirs du pouvoir. C'est sans doute ces mots, la drogue c'est de la merde, prononcés avec fierté par le ministre de l'Intérieur, qui nous a rappelé, nous a ramené 30 ans, même peut-être plus en arrière, et qui nous a rappelé donc que ce paradigme de la faute et de la culpabilité de ceux qui usent d'un certain nombre de produits, que ce paradigme-là, il n'a pas disparu et qu'il est encore donc très actif dans la pensée, en tout cas, des gouvernements. Je dis des gouvernements parce qu'en fait,
Cette histoire qui a démarré effectivement il y a 50 ans, nous la connaissons bien, nous l'avons, j'allais dire, accompagnée, nous l'avons aussi essayé de la faire, d'influer sur cette histoire. On s'est longtemps battu, on continue à le faire, contre cette loi et ce qu'elle porte, et en particulier deux choses qui sont très importantes à ne pas oublier. D'une part, c'est la criminalisation du trafic, et d'autre part, c'est la pénalisation de l'usage. Les deux choses sont très liées, mais il faut bien avoir en tête que la prohibition des stupéfiants en France, en tout cas, marche sur ces deux pas-là, sur ces deux pieds-là. Dès la fin des années 80, je peux le dire parce que j'en étais, un certain nombre d'entre nous, et de plus en plus, c'est-à-dire entre nous, c'est-à-dire des professionnels qui commencions à travailler depuis un certain temps dans le domaine des drogues et des toxicomanies, disions-nous à l'époque, nous avons combattu cette législation d'exception qui s'attaque non pas seulement à des produits, mais bien plus aux usagers. Juste un rappel, parce que je pense que c'est important, notamment pour la Fédération Addiction. À l'époque, elle s'appelait l'ANIT en 1994 et on avait adopté quasi à l'unanimité un manifeste pour abolir la pénalisation des drogues et pour une forme de légalisation, disons-nous, du cannabis. Mais alors pourquoi cette idéologie finalement tellement contradictoire avec l'idée même de la démocratie, cette idéologie de la guerre à la drogue, de la guerre aux drogués, résiste encore à ce point-là aujourd'hui? Il y a plein d'interprétations, sans doute on pourra en débattre, mais moi j'ai trouvé dans les propos récents de Barbara Stiegler, philosophe bordelaise que beaucoup d'entre vous connaissent, cette idée que finalement le néolibéralisme, et Dieu sait qu'il est très actif, très présent en France, produit une idéologie qui tournait vers la nécessité d'adapter les hommes, de les adapter au monde, et cette idéologie construit finalement quelque chose qui est de l'ordre du... Il n'y a pas d'alternative, il faut toujours garder le cap. Et ce qui est extraordinaire de voir par rapport à cette loi de 70, c'est qu'en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, les gouvernements et les gouvernants tiennent ce discours-là de il n'y a pas d'alternative, il faut garder le cap, mais un certain nombre d'entre eux, aussitôt partis du pouvoir, ayant lâché le pouvoir, se mettent à critiquer cette position. C'est intéressant parce que ça montre que c'est très lié à une position de pouvoir, en fait, comme si on ne pouvait pas la lâcher et comme si il serait quelque part irresponsable pour les gouvernements, en tout cas en France, de vouloir penser une autre politique des drogues que celle de la prohibition. Alors, on peut quand même se poser la question, moi j'ai envie de la poser comme ça, cette question, c'est qu'est-ce qui fait que dans les esprits des gouvernants, mais aussi dans les esprits de l'opinion publique, en tout cas dans une grande partie, l'interdit absolu contre certaines drogues psychoactives est plus légitime que le droit d'en faire usage. Qu'est-ce qui rend cette légitimité aussi puissante sur l'interdit? Sinon, sans doute, cette certitude d'avoir un pouvoir jupitérien, on peut dire, parce que c'est vraiment ça, pour reprendre en main l'espèce humaine, la redresser, l'empêcher de faire ce que l'on définit à un moment donné comme des fautes, et donc aussi reculer finalement devant pas grand-chose pour déployer toute la répression que cela suppose. Voilà, donc la loi de 70, c'est, je crois, une manifestation claire de ce rapport de pouvoir sur les personnes, sur leur pouvoir d'agir, et donc sur leur pouvoir aussi d'agir pour trouver de la satisfaction. Je dis ça parce que nous savons très bien en clinique, avec les personnes concernées, que l'usage de produits, l'usage des drogues, ça traduit souvent, voire pratiquement toujours, une recherche de solution d'un problème ou d'autre chose, d'une satisfaction, mais c'est une recherche de solution. Eh bien, on pourrait l'appliquer, et il faut l'appliquer aussi aux groupes sociaux, il faut l'appliquer aussi aux populations
qui sont dans l'usage aujourd'hui. Alors on pourrait se dire, on pourrait déduire de tout ça qu'on a échoué dans ce combat et dans cette critique de l'idéologie de la drogue et de la loi de 70. Ben finalement, peut-être pas tant que ça, parce que quand on regarde comment cette loi est détricotée, en tout cas en grande partie, pas dans son noyau dur, mais en tout cas tout autour, depuis 30 ans, on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas si solide que ça. Et que face à ce paradigme de l'interdit, il y a un nouveau paradigme qui est apparu depuis une trentaine d'années en France, qui est celui de la réduction des risques, et que petit à petit a lieu ce détricotage. Il faut sans doute se rappeler comment, avec le sida, nous sommes entrés dans une curieuse contradiction d'ailleurs, dans un régime dérogatoire qui n'a cessé de se développer pour pouvoir laisser place à des pratiques qu'on n'imaginait pas à un seul instant acceptables il y a quelques décennies, acceptables par l'État et le ministère de la Santé en particulier. Rappelez-vous, ça c'est ancien, mais c'était les échanges de seringues, ça fait débat, mais c'était une première ouverture. Les traitements de substitution, plus récemment les salles de consommation à moindre risque, les programmes d'accompagnement au risque liés à l'injection, et maintenant la réduction des risques par rapport au trafic lui-même, c'est-à-dire comment permettre aux dealers d'être eux aussi impliqués dans la réduction des risques, et y compris dans leurs actes de même de deal et de trafic. Je cite cela parce qu'il y avait un webinaire lundi dernier, organisé notamment par Marie Debru, le médecin du Monde, et puis Marie-Geoffrey Roustide, très intéressant sur comment on peut imaginer une alternative de politique des drogues dans un développement alternatif, et qui donnait la parole à cette association que certains d'entre vous connaissent, mais pas beaucoup, je pense. Elle s'appelle Transversité, est à Marseille, et elle fait ce travail de réduction des risques avec les habitants par rapport même au trafic. En tout cas, je vais finir là-dessus, mais je pense que ces détricotages et ces initiatives, comme celle que je viens de citer, indiquent la voie qu'il faut poursuivre. C'est pour ça qu'on a voulu parler des alternatives aujourd'hui, dans cette journée. Comment on peut déployer toutes les potentialités dans tous les espaces possibles de la réduction des risques, qui est finalement le meilleur virus anti-prohibitionniste, mais pas à travers un gouvernement, une politique qui serait décidée par un gouvernement d'experts, mais par des initiatives, des expérimentations locales, bottom-up, comme on vient de dire en ce moment, qui reconnaissent la valeur des personnes, la valeur de ce que chacun mène dans sa vie, essaye de définir dans sa propre vie, et la coopération entre tous, quel que soit le type d'usage. Parce qu'en fait, c'était justement Claire Duport qui l'a rappelé de cette association Transversité l'autre jour. Nous sommes tous des usagers de substances, tous. Les exceptions sont vraiment très exceptionnelles. Dans la vie, chacun a eu ou aura des consommations de drogue. Donc en fait, en réalité, nous parlons à nous-mêmes, et nous avons à nous-mêmes à définir les voies diverses d'ailleurs pour pouvoir à la fois mieux réguler ensemble ces questions-là et ces questions d'accès aux produits et d'usage, mais aussi de pouvoir sortir de la stigmatisation de certains. Voilà ce que je voulais un peu vous dire pour lancer les choses, mais un seul lancement n'est pas forcément suffisant, et je vais donner la parole à Jean-Pierre pour qu'il nous lance aussi à sa façon cette journée. Merci Jean-Pierre.
Merci Alain. Donc, vous l'avez bien compris, je vais répéter, puisque il m'a demandé de faire le bis. Non, plus sérieusement, je vais vous présenter un peu comment, avec Alain, avec Catherine, avec Abdou, on a conçu cette journée. Donc, effectivement, ce matin, on a à suivre l'intervention de Katia Dubreuil. Alors, je la laisserai se présenter, puisqu'elle m'avait fait remarquer que elle n'avait pas forcément de quoi occuper un quart d'heure sur le programme en la présentant, mais je rappellerai juste que Katia Dubreuil a travaillé à la Mildeka et qu'elle est actuellement, entre autres, présidente du syndicat de la magistrature et qu'elle est magistrate, et donc je la laisserai compléter sa présentation. Ce matin, Katia, avec une animation qui sera faite par Abdou, et les questions et la mise en forme de vos questions, puisque l'avantage du webinaire, l'inconvénient c'est qu'on n'est pas ensemble, l'avantage c'est que par ailleurs la formulation des questions et le traitement des questions peut être plus simple parfois que dans un amphithéâtre où il faut réclamer le micro, se faire passer, ainsi de suite. Et donc, on va essayer de garder du temps là-dessus avec des discutants qui seront nos collègues d'ASUD et moi-même pour l'association Opélia. Et puis, cet après-midi, donc Katia ne peut pas rester, et je la remercie d'être là parce que je sais qu'elle est elle est en route pour un colloque important, une manifestation importante du syndicat de la magistrature, je crois, donc on sait ce que c'est. Cet après-midi, on recevra, pareil, en intervenant, Christian Benagdar, on en dira un mot, et on aura la même animation avec des discutants, une animation qui sera faite par Catherine Delorme et Abdou qui sera celui qui traitera les questions. Voilà. Alors, pourquoi on a coupé ça en deux? Parce que ça rejoint, c'est là que je vais non pas essayer de répéter, mais de compléter et d'approfondir la proposition d'Alain. Ça rejoint le souhait qu'on avait, non pas de refaire le Xème débat, on est quelques-uns à être un peu usés là-dessus, sur l'absurdité de la loi de 70. On ne va pas redonner les chiffres qui ont été donnés 50 000 fois de l'inintérêt de cette loi et de son échec, mais pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la réponse pénale peut ou pas avoir comme rôle et peut ou pas tenir comme rôle dans une approche plus diversifiée, plus équilibrée des addictions et des problèmes de santé et des problèmes sociaux que posent les addictions. Et puis, c'est aussi l'intérêt de cet après-midi, si on ne mise pas tout sur le binôme qui nous enferme depuis des années, la loi et la médicalisation, qu'est-ce que le marché, qu'est-ce qu'une organisation économique, qu'est-ce que des propositions autres de circulation de ce qui serait redevenu des marchandises avec des qualités particulières. Qu'est-ce que ce marché pourrait avoir comme rôle dans une approche plus équilibrée? On sait qu'il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table par des économistes. On sait que, même si c'est parfois difficile de faire émerger ce débat, c'est un des intérêts de ce qui se fait dans certains États et provinces américaines et canadiennes, avec des disparités d'ailleurs dans la façon de le mettre en œuvre. Et on peut penser qu'il y aurait peut-être, de façon utopique, mais pourquoi pas, là des pistes, et des pistes qui ont donc une dimension politique. Et c'est là que je rejoins ce que dit Alain. Alors, c'est souvent mal vu de poser la question politique dans les questions d'addiction. On vous dit, vous êtes des soignants, restez à votre place. Je crois que c'est une des qualités d'Opélia. En tout cas, moi, je le vis comme une qualité, et c'est une des qualités de la Fédération Addiction, mais c'est une des qualités d'Opélia, de dire non, au contraire, si on ne pose pas, si on ne va pas un peu au-delà de la simple question, alors simple entre guillemets, vu nos rôles à nous, des conséquences médicales ou sociales ou juridiques, si on ne va pas jusqu'à interroger ces dimensions politiques, eh bien, on entérine un état de fait. Et je reprendrai une piste que nous avait proposée Alain, le fameux TINA, que l'on doit à notre charmante Margaret Thatcher,
Alors, vous savez, à la Fédération et à Opélia, on est quelques-uns à être parfaitement bilingues. Je ne fais pas partie d'être parfaitement bilingue, donc je vous dirais juste que ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative. Hein, la proposition de Margaret Thatcher, elle répondait ça systématiquement à ses interlocuteurs. Il n'y a pas d'autre alternative au nom d'une économie néolibérale, d'un marché dérégulé. Et notre rappel, c'est de dire, mais c'est embêtant, parce qu'il n'y a pas d'alternative au fait qu'il y a des drogues dans le monde et que les usagers se servent de ces drogues. Voilà. Et pour nous, ce serait de dire, mais la fameuse phrase de Nicole Maestrachi, il n'y a pas de société sans drogue. Et comment vous faites en voulant prohiber, puisque vous dites qu'il n'y a pas d'alternative, alors qu'il n'y a pas de société sans drogue, vous entérinez qu'on va rester dans un affrontement frontal, dans ce qu'il a de plus épuisant économiquement, dans ce qu'il a de plus stérile pour construire des solutions. Voilà. Hein, donc, pour préparer ça, je relisais la conclusion du livre d'Anne Coppel, son dernier livre là, sur les addictions, et où elle disait « Les psychotropes sont des produits dangereux. Ils peuvent se contrôler tant que leur consommation répond à un objectif précis, qu'il s'agisse de faire une fête ou de soulager une douleur. Lorsqu'ils sont consommés pour eux-mêmes, ils menacent l'équilibre psychique. Les drogues peuvent être des outils. Elles doivent rester au service de l'homme et elle interrogeait du coup la construction économique que l'on pouvait faire. Voilà. Donc c'est une façon de rappeler que, et tu l'as dit Alain, que la seule chose qui ait pu faire bouger, c'est l'arrivée de la réduction des risques. C'est une façon de se rappeler avec humilité que la réduction des risques est arrivée par le côté dans le champ des addictions. Elle est arrivée du fait du sida, parce que là encore, le système idéologique instauré et le blocage politique très fort qu'instaurait la loi de 70 rendait très difficile de faire bouger ces pratiques. Et jusqu'au bout, ça a été difficile. Rappelez-vous la salle de consommation qui devait ouvrir, et puis au dernier moment, non, il faut repasser au Conseil d'État, parce que quand même, par rapport à la prohibition. Donc je terminerai cette introduction avant de laisser la parole à Katia, en disant, voilà, pour nous, enfin, une des questions qui se pose, c'est quelle pourrait être et comment on pourrait faire une place autre à ces marchandises, quelle aide pourrait apporter la loi et où est-ce qu'elle pourrait arrêter de se fourvoyer, en pointant peut-être 3-4 axes qui termineront ça. Le premier, c'est oui, la RDR montre régulièrement qu'elle vient cogner la culture de la prohibition. Voilà, elle vient cogner la culture de la prohibition et elle est une invitation permanente à dire vous gagneriez à pratiquer autrement. De l'autre côté, le marché inflationniste des drogues légales, avec la place prise par l'alcool, l'incapacité ou la non-volonté de l'État de réguler dès lors qu'il s'agit de certains intérêts économiques, montre que si on ne met pas des limites réglementaires, si on ne fait pas un rôle de régulateur, si on ne fait pas preuve d'autorité par rapport à l'accès dans un certain nombre de lieux, dans un certain nombre de cas, ça ne se fera pas tout seul, et qu'il y a même une certaine hypocrisie. On parle souvent de l'ambivalence de l'usager, il y a une certaine ambivalence de l'État, une certaine hypocrisie, à vouloir pénaliser des abus et des usages que économiquement on favorise. Voilà, et on va faire reporter quelque chose de cette logique néolibérale, que la logique néolibérale actuelle accentue. On va faire porter à l'usager la responsabilité de l'excès qu'il est loin d'avoir tout seul provoqué. Peut-être, de par ses vulnérabilités, nous y sommes sensibles en tant que soignants, y est-il plus exposé que d'autres, mais en termes, entre guillemets, de mécanismes qui le produit, on peut penser qu'un certain nombre de tolérances commerciales sont en cause. La troisième piste que je vous proposerai, donc voilà, celle d'avant évoque
beaucoup de choses qu'on a dit au niveau de la société addictogène et de ses paradoxes. La troisième piste que je vous proposerai, c'est Alain qui me l'a fait partager dans un texte qui va sortir, j'espère, c'est la notion de maladie transitoire. Et de se rappeler qu'après tout, non pas l'addiction serait complètement une maladie transitoire, mais on pourrait dire ces grandes épidémies d'addiction ou la flambée des addictions montrent dans leur histoire cette dimension un peu transitoire. Et donc là encore sont une invitation à dire, mais elles répondent à des changements sociétaux, elles répondent à des moments sociaux, elles répondent à des moments économiques. Au moment du 19e siècle avec l'industrialisation, dans cette fin de 20e siècle et début du 21e siècle, avec l'épisode économique que l'on est en train de traverser. Et puis, le troisième axe de débat, c'est celui que probablement on retrouvera plus cet après-midi, mais c'est le gouvernement des conduites. Alors, je sais que Christian partira de Michel Foucault et d'un certain nombre de questions là-dessus, mais la question de gouverner les conduites, voilà. Moi, j'aurais envie de demander à des ministres de la Justice où est-ce qu'ils ont vu que le meilleur outil de gouvernement des conduites, c'était la loi. Généralement, on va l'inverse. On a nous-mêmes quand même fini par admettre, en tout cas beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, que les principales évolutions des addictions ne sont pas dues, même à nos campagnes de prévention, même les meilleures soient-elles, faites par un Santé publique France au mieux de sa forme, ainsi de suite, elles sont dues à l'évolution des modes de vie. Et que il faut presque retourner la formule, hein, c'est l'évolution des modes de vie qui fait changer la société. Et là encore, il y a un paradoxe. La seule chose qui ne changerait pas, ce serait la prohibition. Voilà. Alors que les modes de vie évoluent, alors que les pratiques évoluent, alors que l'humain dans son rapport aux objets évolue partout, la seule chose sur laquelle il ne devrait pas évoluer dans la culture actuelle dans laquelle nous sommes, ce serait sur cette espèce de tabou de la prohibition. Voilà, donc 3-4 remarques pour vous expliquer un peu comment on avait construit cette journée. Vous avez la possibilité vous avez eu ou vous aurez encore la possibilité de poser des questions aux interlocuteurs, et si on peut gagner 5 minutes, il ne faut pas s'en priver. Donc, je passe la parole aux animateurs de la matinée, en l'occurrence à Abdou, et qui va faire circuler la parole tranquillement. Merci Jean-Pierre, merci Alain. Je pense que cette initiative qui a nécessité beaucoup d'ingéniosité technologique en valait la peine, parce que je pense que 50 ans, ça se fête, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et il fallait effectivement marquer quelque chose de cette loi qui est restée dans une forme de stagnation, comme tu le dis, Jean-Pierre, par rapport à l'évolution de tout ce qui l'entoure, y compris d'ailleurs de ses promoteurs, parce qu'eux ne sont pas restés dans cette stagnation. Il y a eu des évolutions à tout point de vue, sauf que cette loi reste effectivement le mur infranchissable. Des années 80 à aujourd'hui, il y a effectivement eu beaucoup d'évolutions, en partie portées par les usagers. Ça, effectivement, ça vaut quand même le coup de le rappeler. La réduction des risques a été une émanation de la pratique des usagers pour pouvoir à la fois se protéger d'un virus, mais aussi se protéger d'une loi qui était scélérate à l'époque et qui le reste encore, en moindre mesure, mais qui le reste encore, et continue aujourd'hui d'impacter des champs en dehors de l'espace de vie des usagers, arrive aussi dans les établissements de prise en charge où on se rend compte par moment de buter sur effectivement cette fameuse loi. Et c'est en ça effectivement que l'implication politique est nécessaire du point de vue des professionnels de soins, parce que c'est une limite à la clinique. Il faut pouvoir le dire, ce n'est pas qu'une question de citoyenneté. Au-delà de ça, on se rend compte qu'elle a un impact sur l'évolution des parcours de santé et la façon dont nous envisageons la clinique pour certains patients. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, l'articulation qui se fait et qui est très salutaire, à la fois une participation d'ASUD qui va à la fois porter la parole des usagers
la clinique d'une part et au milieu des deux la loi, grâce à l'intervention de Katia qui portera sur ces aspects-là, me semble être un triptyque très adapté pour pouvoir aborder cette question-là, à laquelle on nous daigne la réflexion. Parce que je pense que derrière ce que tu disais, Jean-Pierre, de pas d'alternative, c'est pas en soi juste un slogan, c'est un empêcheur de penser. Je pense que, et là, varier les angles, partir de l'angle économique est une forme de contournement de cet empêchement de penser. Du point de vue social et sociétal et ses évolutions, et pour moi aussi une forme de contournement de cet empêchement de penser. Et je pense que ce matin, dans les apports qu'on aura les uns les autres autour de ce sujet-là, on pourra au moins avancer sur quelque chose parce que on a longuement parlé des limites de la prohibition et effectivement, il n'en vaut pas la peine de faire une conférence supplémentaire là-dessus. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. En revanche, il faudrait voir du côté de la politique des militants et de l'engagement citoyen à quel endroit, effectivement, on a raté quelque chose. Parce que je recevais dans le chat un message de Jean-Louis Loira disant à sa prise de fonction, qui ne date pas d'hier, il y avait déjà cette problématique autour de cette loi de 70. Donc je pense qu'on n'a pas tout réussi. On a avancé sur pas mal de choses. Il faudra, je pense, à l'issue de ce webinaire, arriver à dégager d'autres pistes qui permettraient à la fois d'interroger les axes sur lesquels on a été moins bon, moins performant, moins efficace, et voir aussi comment réinventer une alternative. Il faut la réinventer parce que nos stratégies commencent à pointer leurs limites, les usagers continuent à être pénalisés, nos établissements continuent à être confrontés à cette limite-là dans la clinique. Il faudrait aujourd'hui avoir une inventivité, en tout cas, qui sort de cette juste prohibition pour pouvoir dire demain comment on va pouvoir accompagner des patients, mais aussi des citoyens. Parce que la question que nous posons, même si elle est aujourd'hui portée par Opélia, qui est plus dans le soin, est là un ressort citoyen extrêmement important. Et ça, je pense qu'on aura la possibilité de l'aborder dans les discussions en deuxième partie, entre en partie Jean-Pierre et Jean-Maxence et Fabrice d'autre part.